Il est 21h10 à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve, messieurs, pour ce numéro de troisième mi-temps. Tchétchémé, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé, chef. Maître Oro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci également d'être avec nous. Magla Diop, bonsoir à vous. Bonsoir, Sébastien. Merci. Je vous retrouve en tout cas avec beaucoup de plaisir. Eh ben, c'est partagé. Hein? C'est réciproque. Troisième mi-temps, numéro 64, le comité exécutif sortant du football ivoirien mis en cause pour un trou d'1 milliard de francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan de ceux qui ont la gestion actuelle du football ivoirien. Alors, question, l'audit a-t-il pris fin à la Fédération ivoirienne de football? La maison de verre en ruine. C'est une réflexion que nous propose ici M. Salif Bey Ouattara. Appauvrissement des clubs, trésorerie négative de plus d'1 milliard. La Fédération ivoirienne de football au bord de l'asphyxie. Scène descriptive du début de l'audit commandité par l'administration provisoire de la Maison de Verre. Et l'audit ne part que de 2019 à 2020. Le constat est tellement alarmant que les actuels locataires de la FIF avouent avoir eu des difficultés pour payer les salaires du mois de février 2021 des agents de l'institution, car les caisses étaient totalement vides. Si la raison est hélène, on doit donc chercher à résoudre une problématique. Les 81 présidents des clubs et de groupements d'intérêt réunis à Yamoussoukro le 4 juin 2020, à l'occasion d'une assemblée générale ordinaire, ont-ils fait de l'esbrouf? En d'autres termes, ont-ils accordé le cutus au bureau exécutif de feu Augustin Sidi Diallo, tout en sachant que le bilan financier était totalement négatif? À cette époque, le Gotha du football ivoirien parlait même de plus de 100 millions de francs CFA laissés dans la caisse par le président sortant. Entre juillet 2020 et février 2021, où sont donc passés ces centaines de millions de francs CFA? Comment, du jour au lendemain, la Maison de Verre peut-elle se retrouver sans finances? D'où proviennent donc les fonds qui ont permis la relance du championnat national? Où sont passés les nombreux partenaires de la Fédération ivoirienne de football? Qui a intérêt à ce que l'audit aille jusqu'au bout? Cet audit risque-t-il de créer un enlisement dans la crise qui secoue depuis des saisons la famille du football ivoirien? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. L'audit a-t-il pris fin à la Fédération ivoirienne de football? Un trou d'1 milliard à qui la faute? Doit-on accuser l'ancienne équipe dirigeante? Monsieur Tchétchémé, est-ce qu'on doit accuser cette équipe sortante? Non, à mon avis. Non. Non. Ouais. Magla Diop? Oui, Sébastien, parler d'un trou, je ne sais pas, la présidente du comité de normalisation a plutôt parlé d'une trésorerie négative de près d'1 milliard de francs CFA. Est-ce qu'il faut assimiler cela à un trou ou à un détournement de fonds? Non, je ne pense pas. Je pense simplement que la présidente du comité de normalisation devrait être plus précise sur ce qu'elle entend par trésorerie négative, mais tel que c'est dit, cela ressemble bien à une accusation contre l'équipe sortante, alors que l'audit n'est pas encore... Alors, Maître Oro, je viens donc vers vous. Vous avez écouté un peu ce qui ressort de cet élément. Est-ce qu'on doit accuser l'ancienne équipe dirigeante? Absolument pas. J'emboîte le pas à mon ami Diop Magloire. On ne peut pas accuser l'équipe sortante parce que pour nous, lorsqu'on dit qu'il y a eu un trou, cela ne veut rien dire. En termes financiers et comptables, cela ne veut rien dire. S'agit-il de dette? S'agit-il de détournement, comme M. Magloire l'a si bien relevé? Pour nous, jusqu'à présent, on ne nous a pas dit encore en quoi consiste ce trou et qu'est-ce qu'il représente en termes comptables et financiers. De sorte que pour nous, c'est des propos maladroits pour nous et irresponsables qu'on puisse tenir parce que ces propos-là sont d'une portée qui détruisent. Donc, c'est irresponsable pour nous de tenir de tels propos. Et ce, d'autant plus que l'audit qu'on a annoncé
vient à peine de commencer. Il vient à peine de commencer alors que déjà, on crie sur tous les toits qu'il y a eu des détournements à hauteur d'1 milliard. Donc pour nous, c'est des propos irresponsables. L'ancien comité exécutif sortant ne peut pas être accusé. Alors, Maître Oro, j'utilise les mots parce que l'information est sur le site de la Maison de Verre. Nous avons trouvé une institution pauvre et endettée. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait rien. Les caisses étaient pratiquement vides quand nous sommes arrivés. Il n'y avait quasiment pas de ressources disponibles. Nous avons même eu des difficultés à payer les salaires du mois de février. Oui. La Fédération ivoirienne de football a une trésorerie négative de près d'1 milliard de francs CFA. Lorsqu'on prétend inscrire sa gestion sous le sceau de la transparence, il faut jouer la carte de la transparence jusqu'au bout. Nous nous inscrivons en faux contre ces déclarations-là parce que nous avons pu rapporter la preuve que lorsque nous partions de la fédération, il y avait de l'argent sur le compte. Ne serait-ce que sur le compte BIAO, il y avait 80 millions. Sur le compte BNI, il y avait 187 millions. Un total de 267 millions qui ont été laissés à la disposition de ce comité de normalisation. Donc on ne peut pas venir dire aux acteurs du football et à l'opinion publique qu'on a trouvé des caisses vides alors qu'il y avait 267 millions. Les charges salariales de la fédération n'excèdent pas 65 millions. Donc, il y avait suffisamment de quoi payer au moins 3 à 4 mois de salaire. Pour nous, ce n'est pas correct de venir dire à la face de la nation publique que les caisses étaient vides alors qu'il y avait de l'argent. Donc, quand on veut jouer la carte de la transparence, il faut aller jusqu'au bout et la jouer jusqu'au bout. Il aurait fallu que le comité de normalisation joue cette carte-là de la transparence et dise la vérité à l'opinion publique. Vous croyez donc que le CONOR mène une chasse aux sorcières? Oui, ils ont un agenda caché en tout cas, que nous avons découvert et que nous connaissons depuis longtemps. Donc, nous sommes aussi également prêts à apporter les répliques qu'il faut. Maître Ro, à la suite des déclarations de Mme Dao Gabala, il y a eu un communiqué qui a été signé du comité exécutif élu. Et ce communiqué a été assimilé à un tract par certains observateurs. Est-ce que ce communiqué émane effectivement de votre équipe élue en février 2016? C'est moi qui l'ai rédigé, ce communiqué, de bout en bout. Donc, il émane bel et bien du comité exécutif et nous assumons les thèmes de ce communiqué. C'est un droit de réponse suite aux publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Donc, ce communiqué-là émane de nous et c'est moi-même qui l'ai rédigé. Nous assumons. Et pourquoi il n'est pas signé, par exemple, du président intérimaire? Oui, on peut signer au nom d'un organe. Le comité exécutif, c'est un organe. C'est comme lorsque une direction générale signe un communauté. On met direction générale. On n'est pas obligé de mettre le nom d'une personne physique. Nous avons signé en tant qu'organe. Et comment vous avez réagi à la suite des déclarations du directeur de la communication du comité de normalisation qui a assimilé ce communiqué à un tract? Oh, mais c'était des déclarations farfelues. Parce que si ça venait c'était un tract, nous aurions réagi pour dénoncer ce communiqué-là, pour dire que nous nous inscrivons en faux de ce communiqué-là, que cela ne vient pas de nous. Nous n'avons pas réagi. Aujourd'hui, je vous confirme sur le plateau que cela vient de nous. C'est nous qui avons rédigé ce communiqué. Nous assumons l'ancienne responsabilité de ce communiqué. Maître Ro, vous dites dans le droit de réponse que vous adressez au CONOR qu'en 2019 et 2020, vous n'avez pas eu l'argent de la FIFA. Comment avez-vous géré pendant cette période? Comment avez-vous trouvé les ressources? Oui, et quand vous attendez des ressources qui ne viennent pas, vous les préfinancez. Vous êtes obligé de les préfinancer. Soit vous comptez sur vos ressources propres, vos excédents de trésorerie, soit vous empruntez, vous vous adressez à une banque ou à un partenaire financier qui va vous accompagner. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons préfinancé nos coûts opérationnels parce que l'argent que nous attendons, c'est les coûts opérationnels qui sont destinés à couvrir les charges de fonctionnement de toutes les fédérations. Elles sont accordées à toutes les fédérations sans aucune condition. C'est un droit, en fait. C'est un droit. Mais nous, ça fait 2 ans que nous sommes privés de ces coûts opérationnels qui représentent aujourd'hui près de la somme d'1,1 milliard. 1,1 milliard. Nous avons été privés. Non, 1,1 milliard de francs CFA. Oui. Donc, nous avons été obligés de préfinancer. C'est normal qu'aujourd'hui, on trouve des trésoreries négatives parce que quand vous préfinancez à crédit, le crédit a un coût. Il y a des frais financiers. Donc, nous avons été obligés de préfinancer. Et nous avons le mérite d'avoir tenu pendant 2 ans pouvoir gérer la fédération sans qu'aucune charge nette
ne soit pas réglé. Pendant 2 années, nous avons géré la fédération sans ces coûts opérationnels attendus de la FIFA. Alors, Maître Rose, ce que je veux savoir, est-ce que quand le nouveau comité de gestion venait à s'installer, il y a eu, si je ne me trompe peut-être pas, il y a eu quand même une passation des charges. Est-ce que cela a été signifié? Est-ce que cela a été noté? Est-ce que vous avez donné les documents qui montrent effectivement que nous partons, mais que dans les caisses, il y a ceci, il y a cela? Est-ce que ça a été fait? Quand ils sont venus, ils nous ont ignorés. Ils n'ont même pas pris la peine, ne serait-ce que de recevoir le président par intérim, échanger avec lui. Ils sont venus dans un esprit de nous combattre, ils nous ont ignorés. Je ne sais pas s'il y a eu une passation de service avec le directeur exécutif qui est resté là un moment, mais en ce qui nous concerne, le comité exécutif, ils nous ont ignorés, ils n'ont pas cherché à nous rencontrer. Donc, nous n'avons pas fait de passation de service. Peut-être qu'avec la direction exécutive, le directeur exécutif, il y a une passation de service, mais je ne saurais vous le dire. Donc, à ce jour, il n'y a eu aucun contact physique entre le comité de normalisation et l'équipe sortante? Aucun contact physique. Nous sommes le comité à abattre, donc on est venu, on nous a mis de côté. Bon, il faut gérer. Est-ce juste de dire alors que les relations entre le comité de normalisation et l'équipe sortante sont exécrables? Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec le comité de normalisation. Regardez un peu les actes qu'ils posent, les accusations qu'ils posent. C'est à eux qu'il faut poser la question. Nous pensons que c'est eux plutôt qui ont un agenda bien caché, qui ont des objectifs bien précis contre le comité de normalisation et le comité exécutif sortant. Vous parlez d'agenda bien caché, ça fait 2 fois que vous employez ce terme. Est-ce que vous entendez par là que le comité de normalisation a l'intention d'empêcher votre équipe de remplir à la tête de la FIFA? C'est sûr de tout le monde, ils sont en mission, recommandés par la FIFA. Donc toutes ces accusations-là ne visent qu'un seul but, c'est de ternir l'image d'un des candidats qui était le numéro 2 de l'ancien comité exécutif. C'est tout. Oui, alors des Ivoiriens, Maître, des Ivoiriens salissent d'autres Ivoiriens. Oui. Est-ce que si on vous propose un scénario à la CAF, comme c'était le cas à la CAF, où on a distribué des postes, ici en Côte d'Ivoire, on sait, moi je suis à peu près sûr que s'il y a des élections, il y aura toujours des poches de résistance. Et ça ne devrait pas arranger le président en question. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous propose un scénario comme ce qui s'est passé à la CAF, est-ce que vous seriez prêt à adhérer à cela? Oui. Quand vous parlez de poche de résistance, j'ai eu à répondre à cette question-là dans le quotidien Fraternité Matin. Pour nous, ce ne sont que des divergences d'opinion. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde de vous aimer. Tout à fait. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde de partager votre opinion. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'on joue à fond les règles du jeu démocratique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu, on doit vous laisser travailler. C'est cela. On doit vous laisser travailler. Même si vous êtes élu avec une seule voix, que vous avez la majorité, pour moi, il faut qu'on vous laisse travailler. Pour moi, cette cohésion sociale, comme le dirait l'autre, ou bien cette fusion, pour moi, elle n'a pas sa raison d'être. Il faut laisser travailler celui qui a été élu démocratiquement, il faut le laisser travailler. Et vous attendez la fin de son mandat, aux prochaines élections, vous le sanctionnez dans les urnes s'il a mal travaillé. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous êtes prêt à accepter une négociation entre les 3 candidats potentiels? Oui, ça dépend des thèmes. Ça dépend des thèmes de la négociation, de ce qu'on nous propose. Ça dépend du contenu, oui. Donc c'est possible. Mais nous ne sommes pas à l'étape de 3 candidats, puisque la page de 3 candidats, ça, c'est terminé. Puisqu'aujourd'hui, c'est un comité qui est mis en place, qui est venu avec ses idées, qui est venu avec sa manière d'organiser les prochaines élections. Je pense que qu'il y aura 5 candidats. Ça va se faire très bientôt. Ouais. Donc, bon, on balaie automatiquement les 3 candidats qui étaient là. Peut-être que ces candidats ne seront même plus sur la liste. Ça dépendra de ce qui va être reproché ou pas. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi avoir attendu du 21 janvier à maintenant pour sortir un tel communiqué, faire un bilan et puis dire que les caisses sont vides, alors que le même jour qu'on vous donne, vous prenez le pouvoir, il est tout à fait normal de dire que, attention, les caisses sont vides, il y a lieu même de convoquer le comité exécutif sortant. Ou bien peut-être que vous avez refusé de répondre aux sollicitations. Non, nous n'avons jamais été approchés. Hein. D'autres qui sont venus, c'était le discours qui tient depuis longtemps. Hein. Les caisses sont vides, on a trouvé une institution à genoux,
asphyxié, qui a du mal à respirer. Ce sont eux qui tiennent tout. M. Magla doit pas assister à toutes les sorties médiatiques de ce comité de normalisation. Donc, c'est les mêmes choses qui reviennent de façon récurrente, les mêmes accusations. Mais là, ils ont passé un cap. Nous avons estimé que les propos qui ont été tenus récemment sont d'une extrême gravité. Et comme je l'ai dit tantôt, sont irresponsables. Irresponsables parce qu'un monsieur comme M. Sidi Diallo, feu M. Sidi Diallo, ne mérite pas qu'on puisse salir sa mémoire de cette façon-là. Il ne mérite pas qu'on puisse salir sa mémoire de cette façon-là parce que nous savons ce qu'il a apporté au football. J'ai encore en mémoire des périodes de week-end de compétition où les caisses étaient vides, où ce monsieur a dû mettre ses fonds propres pour permettre aux compétitions de se dérouler. Alors, on ne peut pas accepter aujourd'hui que n'étant plus là, on puisse venir salir sa mémoire. On ne peut pas aussi accepter qu'on puisse salir l'image des membres du comité exécutif. Parce que quand vous regardez la composition des membres du comité exécutif, il y a des personnes responsables au sein du comité exécutif. Vous avez des docteurs en pharmacie, des professeurs agrégés de médecine, des magistrats hors hiérarchie. Vous avez des personnes comme M. Fekese, qui est conseiller spécial. On sait ce que ce monsieur l'a apporté au football. Il est le père de la parafiscalité qui, aujourd'hui, permet à ce comité de normalisation-là de fonctionner. Donc, on ne peut pas accepter que de telles personnes, de qualité, et qui faisaient partie du comité exécutif, puissent être aussi salies de cette façon-là. Nous n'accepterons jamais cela. Et toutes les fois qu'ils vont sortir et qu'ils vont se permettre de tels écarts vis-à-vis des membres du comité exécutif, nous allons réagir. Alors, monsieur, je viens à vous. Je m'adresse d'abord à vous avant d'aller chez Maître Rowe. Vous n'êtes pas surpris que quand on accuse le comité exécutif, parce que pour moi, les clubs sont allés à une assemblée générale à Yamoussoukro. Et ces clubs ont donné le cutus après le bilan financier, le bilan moral et autres. Alors, je suis surpris que quand on donne de telles informations, on tient de tels propos, qu'aucun club en Côte d'Ivoire qui était partie prenante du cutus ne lève le petit doigt. Je suis un peu surpris quand même. Non, mais à mon avis, on insulte l'intelligence des présidents de club. Et ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'il y a eu une assemblée générale au cours de laquelle le comité exécutif sortant a eu le quitus. Ça veut dire que c'est un comité qui a bien géré les fonds mis à leur disposition. Voilà. C'est tout. À partir de là, les clubs sont tous responsables de ce qui s'est passé à la fédération, puisque j'allais dire, c'est leur argent que la FIF utilise. Donc, si on leur dit, s'ils disent, vous avez bien utilisé notre fonds, vous d'accord le quitus, eh bien, c'est tant mieux. Voilà la vérité. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la parole même, en fait? Est-ce qu'ils ont la parole? Mais la parole, c'est vous, les présidents de vous club qui prenez la parole. Oui, mais je veux dire, à quel moment j'ai entendu le président de Yamoussoukro, de la DFK, c'est ça, non, le président de Yamoussoukro dire qu'on ne peut pas raconter de contre-vérité. Dire qu'il y a un trou d'1 milliard au niveau... C'est quoi le trou? Ça veut dire quoi, le trou? C'est quoi exactement? Voilà. Il faut que les gens expliquent de quoi il s'agit exactement. Est-ce qu'il s'agit d'un détournement? Est-ce qu'il s'agit de... Dans ce cas-là, tous les présidents de clubs sont fautifs. Voilà la réalité. Magla Diop? Oui, écoutez, Sébastien, j'ai déjà eu à poser une question similaire à la présidente du comité de normalisation. Elle a simplement indiqué que le comité de normalisation a été approché par certains clubs qui lui ont demandé de faire un audit qui devrait remonter jusqu'à 2012. Et elle a dit clairement que, étant donné que tous les exercices ont été sanctionnés par un quitus jusqu'au 4 juillet 2020, dès cet instant, on ne pouvait pas, faire un audit sur ces exercices-là. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Et donc, toute la gestion qui a été faite jusqu'à la dernière AG où le quitus a été donné, ils ne peuvent pas du tout faire un audit sur ces exercices. Mais ce dont il est question actuellement, c'est l'exercice 2019-2020 qui fait l'objet, je crois, de... Mais l'AG a eu lieu en 2020. L'AG de 2020, du 4 juillet 2020, a certifié, donné le quitus par rapport à la gestion 2019. Ouais. Donc, si on veut suivre le raisonnement que vous tenez, également 2019, on a obtenu... Elle dit l'exercice 2019-2020. Bon, en fait, je me dis qu'il s'agit de l'exercice
post-AG, puisqu'elle a dit que dès l'instant où le quitus est donné, on ne peut plus auditer. Mais l'AG a été donné, le quitus a été donné le 4 juillet 2020, pour tous les exercices 2020. Un exercice part du 1er janvier au 31 décembre. Et le quitus a été donné pour l'exercice 2019. En ce moment, l'audit qu'elle mène, il porte sur quoi? Si tant est que... mais monsieur Magloire, vous étiez à l'AG du 4 juillet 2020. J'étais. On a statué sur les comptes de l'exercice 2019. Oui. Oui. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir parler d'un audit sur 2019. En tout état de cause, elle est libre de faire les audits qu'elle veut. Nous, cela ne nous effraie pas. On a l'habitude des audits. Chaque année, on subit au moins 3 audits. L'audit de l'inspection générale d'État, l'audit de la FIFA pour les fonds forward et l'audit des comités comptes. Donc, si elle veut faire les audits, je remontais jusqu'en 2012, c'est son problème. Elle peut faire les audits jusqu'en 2012. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Alors, moi je suis quand même un peu choqué face au silence des présidents de club, parce que j'ai toujours dit que les présidents de club en Côte d'Ivoire aiment toujours se cacher. Ils attendent que les journalistes, qui en réalité n'ont rien à voir avec la gestion de leur football, parlent d'abord avant que quelques-uns ne se montrent pour dire que ouais, nous on n'est pas d'accord. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des présidents de club. Un président de club est libre de faire une conférence pour dire que j'étais à l'Assemblée générale. J'ai participé à cette Assemblée générale, j'ai donné le quitus au vu et au su de tout ce qui nous avait été présenté. Et donc je suis surpris qu'aujourd'hui on accuse le comité exécutif, parce que quand on accuse le comité exécutif, nous faisons partie, puisque c'est nous qui avons donné le quitus. C'est nous qui avons reconnu que ce comité a très bien géré. Et puis maintenant, du jour au lendemain, on dit non, qu'il y a eu un trou de telle période à telle période, et tout le monde se tait. Oui, je pense que c'est passé. Il y a certains quand même qui se sont exprimés, mais en même temps, dès l'instant où d'autres clubs ont demandé à ce qu'on fasse un audit qui remonte jusqu'à 2012, ça veut dire que de telles allégations arrangent ces clubs-là. Donc, il faut aussi comprendre que ce n'est pas tout le monde, tous les clubs qui vont monter au créneau. Et je pense que l'accusation est directement adressée à l'équipe qui a eu à gérer, et donc c'est à elle de réagir comme elle a eu à le faire à travers ce communiqué-là. Les présidents de club, eux, ils n'attendent que l'Assemblée générale pour s'exprimer, et je pense qu'ils sont en train de ronger leurs freins. Ils attendent. Ils attendent ce moment-là pour parler, à mon avis. Le fait que quand ils finissent l'AG, on a entendu certains présidents parler comme s'ils avaient donné le quitus par pitié au comité exécutif. Ce qui est faux. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote. 56 voix. Pour eux, Sidi s'en va, il faut l'accompagner avec le quitus. Voilà, c'est comme ça que certains raisonnent. Je dis, mais enfin, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Quand quelqu'un n'a pas bien géré, on le sanctionne. Quand quelqu'un n'a pas bien géré, on le sanctionne. Vous ne pouvez pas dire que Sidi, le comité Sidi a bien géré, mais bon, par pitié, comme il s'en va, on va lui accorder ça. Je dis, mais de qui vous foutez? Voilà. Et aujourd'hui, certains présidents de club encouragent cela. Ils font croire qu'ils sont passés dessus, parce qu'en réalité, Sidi et son bureau ont détourné de l'argent, mais comme ils voulaient qu'il parte avec les honneurs, ils ont dû accepter de lui donner le quitus. Mais le fait est qu'ils ont donné, donc c'est fini. Ah oui, s'ils ont donné, il faut qu'ils assument. Non, mais je pense que le football ivoirien, jusqu'au 4 juillet 2020, la page pré-4 juillet 2020 était tournée. Disons que c'est la FIFA, à travers le comité de normalisation, qui est venu ramener le football ivoirien en arrière. Sinon, on était bien parti pour passer à autre chose. Et c'est vraiment dommage qu'on soit encore dans des querelles dans lesquelles on pensait être sorti, et que simplement ce sont les acteurs qui changent. Alors, ça m'amène à revenir un peu sur une autre déclaration de ceux qui ont la gestion du football en ce moment. Nous avons eu des conversations avec tous les acteurs du football ivoirien.
avec la CAF ainsi que la FIFA. Et nous nous sommes rendus compte, après ces rencontres, que notre football regorge d'une bonne ressource humaine à tous les niveaux. C'est pour cette raison que j'ai été déçu de ne pas voir un seul Ivoirien dans toutes les instances de la Confédération africaine de football lorsque j'ai été au congrès à Rabat. La profonde division nous a fait perdre beaucoup de choses. Est-ce que, après cette déclaration, et puis juste après l'audit qui a été lancé et qui sort un tel résultat, vous partagez un peu ce qui vient d'avancer? L'audit vient de commencer. On n'a pas encore les résultats de l'audit. Il vient à peine de commencer, c'est ce qu'on m'a rapporté. Il a commencé, je crois, en début de semaine. On n'a pas encore les résultats de l'audit. Donc, on ne peut pas parler de résultats de l'audit. Mais je veux dire que c'est contradictoire un peu ce qu'on dit. Hein. Lorsqu'on estime que notre football végète, c'est les propos qu'on a tenus, on ne peut pas après dire que le football ivoirien regorge de compétences. Et puis, je veux dire que pour entrer à la CAF, il y a des conditions. Il y a des conditions. Et dire qu'il n'y a aucun Ivoirien dans les instances, je pense que c'est un peu trop gros. Il y a quelques Ivoiriens dans des commissions. Oui. Il y a des Ivoiriens qui sont membres. Le professeur Das Cyril, par exemple, il est membre de la commission médicale. C'est l'un des CAF en matière de médecine sportive. Et il y a d'autres Ivoiriens. Le président Sidi Diallo, avant son dossier, il faisait partie de la commission d'organisation de la CAN. Et puis, il y a bien une ou deux autres personnes encore des Ivoiriens. Donc, qui sont membres des commissions. Donc, c'est un peu, contradictoire quand même. Et au niveau de la FIFA, je complète pour dire que le président Sori Diabaté, il est délégué FIFA pour la francophonie. Il faut le souligner également, ce n'est pas des choses qu'il faut passer sous silence. Oui, Sébastien, non, je disais que... Moi, j'ai été un peu surpris par... Mais je peux comprendre cela. La présidente du comité de normalisation, elle n'est pas du milieu. Donc, certainement qu'elle ne sait pas exactement comment fonctionne l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Je pense que, normalement, chaque pays a trois délégués. Et ce sont des délégués, voilà, qui vont à l'Assemblée générale et qui assistent aux travaux, qui participent aux travaux. Donc... mais l'Assemblée générale est une instance, ce n'est pas la seule instance de la Confédération. Comme il le dit Maître O, il y a des Ivoiriens qui sont dans les commissions, d'autres comme Malik Toué, il est dans une commission, et même aussi on a Gaï Mamadou et Ouattara Ego qui sont aussi... Bon, il y a des Ivoiriens dans des commissions, mais peut-être qu'elle n'a pas... Elle a dit qu'elle n'a pas vu d'Ivoiriens en dehors de Maître Brizoabi, Michel Brizoabi, mais c'est normal, parce que lui, c'est eux qui organisaient les élections. Donc il y a au moins des Ivoiriens. Oui, mais ça, elle a reconnu. Elle a reconnu qu'en dehors de Maître Brizoabi, elle n'a pas vu d'autres, mais c'est normal. Parce qu'en dehors des délégués et de ceux qui organisent les élections, les membres du comité exécutif, vous ne pouvez pas avoir d'autres personnes. Alors, je continue. Là, il y a des Ivoiriens. Parce qu'elle dit également, il faut savoir que nous n'avons pas commandé cet audit pour faire une chasse aux sorcières. Nous l'avons fait pour savoir l'étendue financière dont dispose la FIFA. C'est pour cela que l'audit est fait à partir de 2019 et 2020. Les audits se poursuivent et les résultats, nous allons d'abord les donner au président du club, libre à eux d'aller les divulguer à qui ils veulent. Ouais, il faut qu'ils nous adressent aussi oui, mais moi, elle aurait dû quand même attendre. Si elle dit clairement que les audits se poursuivent, on ne peut pas commencer quelque chose où il n'y a pas un résultat et déjà avancer qu'il y a un trou de près d'1 milliard. Quand c'est comme ça, il y a trop de non-dits. Peut-être que on connaît, on se dit que voici le résultat déjà qu'on veut atteindre. Ça laisse sous-entendre simplement qu'on veut salir les gens qui sont passés avant. Et c'est clair. Vous avez tout dit, c'est ça. C'est ça exactement. Oui, Sébastien, si vous permettez. Allez-y. Oui, juste par rapport à cette déclaration.
Elle parle de connaître l'étendue financière et tout ça. Bon, je pense que Maître Rowe a dit tout à l'heure qu'en termes de trésorerie, au moment où l'équipe sortante partait, elle avait laissé de l'argent dans les caisses de la FIF. Ma question à Maître Rowe, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, vous auriez pu payer les subventions et les droits télé en dépit des mesures de restriction sanitaire dues à la pandémie de Covid-19? Oui, mais l'année dernière, nous étions dans une situation beaucoup plus critique que celle que connaît la fédération cette année. L'année dernière, on ne pouvait même pas jouer. On ne pouvait même pas se réunir à 20 ou à 50. On a payé toutes les subventions, à part, je crois, sur la D3 où il restait quelques reliques. Et nous avons maintenu le niveau de subvention. Donc aujourd'hui, ce comité-là dispose, je dirais, des mêmes ressources. Mieux, ils attendent la manne qui doit venir de la FIFA. Mais ils proposent aujourd'hui aux fédérations, aux clubs plutôt, de leur payer moins que ce que nous proposons aux clubs, dans une situation beaucoup plus critique et plus difficile. Allez-y. Donc vous auriez pu? On aurait pu et faire mieux. En termes même d'organisation des compétitions. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que pour l'organisation des compétitions, on se limite à la Ligue 1. Or, la Ligue 1 ne constitue pas uniquement le football en Côte d'Ivoire. Vous avez la Ligue 2, la D3, vous avez les championnats de districts et régionaux. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? On ne parle même pas d'eux. On ne fait même pas cas de ça. Alors que c'est là-bas qu'il y a le plus gros contingent des clubs. On ne parle même pas d'eux. On ne sait même pas s'ils vont jouer, s'ils vont percevoir quoi que ce soit. Alors ça, c'est un problème lié directement à l'équipe qui dirige actuellement le comité exécutif. Quel en est un peu qu'est-ce qu'on retient du cas du DEX, Sam Etiassé? Non, je pense que ça fait partie de la désinformation à laquelle nous assistons ces temps-ci, et depuis longtemps sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il en ce qui concerne le DEX? Lors de la crise du GX, il y a un groupe de clubs qui a assigné le DEX et le commissaire aux comptes, le cabinet que nous avons, que les membres actifs ont désigné comme commissaire aux comptes, devant le tribunal correctionnel pour leur reprocher des faits de faux, de usage de faux. Donc, lorsqu'ils se sont retrouvés devant le tribunal correctionnel, le DEX ayant un statut de préfet, les dispositions du Code de procédure pénale disent qu'on ne peut pas le poursuivre directement devant un tribunal correctionnel. Il y a une procédure particulière qui relève de la Cour suprême. C'est le même cas pour les magistrats et autres. Ils ont une sorte d'immunité. Donc, en ce qui concerne le DEC, cette procédure a été déclarée irrecevable parce que le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour le juger. Il relève de la Cour suprême. La procédure doit être réglée d'abord par la Cour suprême. S'agissant du comité aux comptes, le 3 juillet 2020, il y a un jugement qui a été rendu. Ils ont déclaré que les faits n'étaient pas constitués, donc il n'y avait pas de délit à son égard. Mais ce jugement-là profite également au DEX, puisqu'ils étaient deux qui avaient été convoqués devant le tribunal. Et ça, la décision a été rendue le 3 juillet 2020. Donc c'est de l'intoxication, c'est de la désinformation qu'on fait passer sur les réseaux sociaux comme quoi il serait poursuivi en ce moment par la Cour suprême ou bien par le tribunal. Il n'est pas poursuivi par aucune juridiction. Voici la réalité Et les décisions sont là, vous pouvez aller vérifier au greffe du tribunal correctionnel. La décision a été rendue le 3 juillet 2020. Alors, quand on prend tous ces schémas, est-ce que vous pensez qu'on ne sort pas un peu du cadre, ce pourquoi le comité de normalisation a été mis en place? Bien évidemment qu'ils sortent de leur cahier, j'allais dire, de leur feuille de route. Parce qu'on ne peut pas vouloir régler tous les problèmes en même temps. Le plus important, et ce pourquoi le comité de normalisation est là, c'est d'organiser les élections au plus vite possible. Aujourd'hui, ils ont jeté leur dévolu sur l'organisation du championnat, ce qui est devenu prioritaire. Ensuite, ils sont en train de rentrer dans des choses où il ne faut même pas. L'histoire d'Africa Sport. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent détruire la notoriété de ce comité de normalisation. Parce que je l'ai dit et je le répète, l'Africa Sport, on ne s'amuse pas avec l'Africa Sport. Ce n'est pas le CONOR qui va venir imposer un président à l'Africa Sport. Ils n'ont qu'à faire très attention parce que
Il y a des petites choses que vous ne considérez pas, mais qui vous renversent, qui font que vous êtes mal à l'aise durant toute votre existence. Laissez les membres associés régler leurs problèmes de l'Africa Sport. Donc, ce comité de normalisation est en train de dévier de ses objectifs. Et on risque, et je le dis, on risque d'en rester là pendant 1 an, 2 ans ou même 3 ans. Mais comme la toute-puissance FIFA est là, elle pourra toujours venir imposer un président quand elle veut, où elle veut. Voilà. Magloire Diop. Sébastien, écoutez, moi j'ai déjà mené cette réflexion. J'ai même fait un papier dans le journal. J'estime que la présidente du comité de normalisation a une toute autre lecture de sa mission et que la nôtre, qui fait référence à la feuille de route qui a été donnée par le bureau de la FIFA le 24 décembre 2020. Cette feuille de route disait quoi? Gestion courante de la fédération, réviser les textes de la fédération et réviser les textes de certaines parties prenantes. Donc, le cœur de la mission du comité de normalisation étant organiser les élections. Étant donné qu'il est arrivé à la suite d'un contentieux électoral, c'est d'organiser les élections. Mais je n'ai vraiment pas ce sentiment. Après avoir longuement écouté la présidente du comité de normalisation, ce ne sont pas des supputations que je fais. Je suis parti des déclarations qu'elle a eu à faire. Elle a eu à parler de réforme parce qu'elle, pour elle dit que sa mission, parce que je pense que tout part de la notion de gestion des affaires courantes. Elle se situe, elle se projette, alors que la notion des affaires courantes concerne le quotidien et la continuité. Mais elle est plutôt dans la projection. Et pour elle, le cœur de sa mission, parce que c'est ce qu'elle dit, elle est venue, d'abord le comité de normalisation est venu pour réformer la FIF, comment on appelle, faire une réforme structurelle de la FIF, mettre des procédures en place et inculquer une vision à la FIF. Et à partir de là maintenant, elle pourra organiser les élections de telle sorte que celui qui vient va gérer la FIF sur la base des procédures qu'elle a eu à mettre en place. Oui, non, je suis désolé, mais celui qui viendra après, il n'est pas tenu. Oui, je viens mettre. Il peut balayer également tout ça du revers de la main. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est par rapport à la question de Sébastien, puisqu'elle se situe dans cette optique-là. Donc, pour elle, sa mission, c'est de réformer la FIF. Alors que ce n'est pas ce que, je crois, la FIFA, en tout cas, du moins, dans le communiqué du bureau de la FIFA, ce n'est pas ce qu'elle lui demande. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de régler le contentieux électoral et d'organiser les élections au plus tard le 31 décembre 2021. Mais elle est plutôt dans la réforme, et dans la réforme même structurelle, et elle est dans une sorte de refonte managériale de la FIF. Voici ce dans quoi elle est. Et c'est ce qui l'emmène aujourd'hui, à mon avis, à faire tout ce qu'elle est en train de faire et que je pense vont un peu la perdre par rapport à l'objectif d'organiser les élections. Si elle continue de vouloir œuvrer dans la refonte de la FIF, mais elle ne terminera pas le 31 décembre 2021, parce que la FIF, on ne la réforme pas en quelques mois. Elle met à parler de l'affaire de l'Africa Sport, mais pour régler simplement l'affaire de l'Africa Sport, la feuille de route dit quoi? Réviser les statuts de certaines parties prenantes. Voici ce qu'elle a fait. Réviser les statuts de certaines parties prenantes. C'est écrit noir sur blanc. Mais qu'est-ce que le comité de normalisation, à quoi on assiste actuellement, c'est quoi? La présidente, quand je lui ai posé la question, elle a dit que l'Africa actuellement c'était un véritable désordre et que l'Africa s'exposait, conformément au texte de la FIF, à être mis sous administration provisoire. Mais ça risque de créer d'autres problèmes qui risquent de prolonger cette mission du comité de normalisation. Donc je pense que Madame Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation, a une vision tout à fait singulière
de sa mission à la tête de la fédération, il est clair pour moi, sa priorité, ce n'est pas d'organiser les élections. Sa priorité, c'est de laisser son empreinte à la Fédération ivoirienne de football, parce qu'aujourd'hui, elle est focalisée sur la qualification à la Coupe du Monde. C'est ce qui l'intéresse. Les élections, pour moi, vraiment, c'est le cadet de ses soucis. Son problème aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier pour la Coupe du Monde. Les éliminatoires se terminent en novembre 2021, donc dans le carnaval de sa mission. C'est ce qui l'intéresse aujourd'hui, laisser son empreinte à la FIFA, dire qu'elle a eu à faire, lors de son passage, il y a telle chose qui ont eu à être faites. Déjà qu'on s'accapare à la victoire des éléphants pour la qualification. Donc elle a une vision vraiment particulière de sa mission, qui n'est pas, à mon avis, celle qui a été indiquée par la FIFA. Est-ce que, Maître Oro, vous pensez que ceux qui ont à charge donc, de gérer le football ivoirien sont en train de sortir un peu du carnaval? Non, mais c'est évident. Tout le monde l'a relevé ici sur le plateau. Ils sont dehors de leur feuille de route. La définition qu'on donne de la gestion des affaires courantes, c'est assurer le suivi des décisions quotidiennes pour éviter qu'il y ait une vacance, de pouvoir il y ait un vide. Donc là, visiblement, on se rend compte qu'elle est en dehors de sa mission. Mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. On appelle ça dans notre jargon, nous les avocats, des manœuvres dilatoires. Oui, c'est des manœuvres dilatoires, parce qu'on amuse la galerie, tout simplement parce qu'on veut se maintenir au-delà du 31 décembre. C'est ça. On veut se maintenir au-delà du 31 décembre. Quand on me dit que l'objectif, c'est la qualification à la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde, la qualification, c'est pour bientôt. Hein. Mais après ça, quand on est qualifié, on fait quoi? On fait quoi après il faut organiser les élections. On va à la Coupe du Monde. Avec qui? Avec le comité de normalisation. On ira à la Coupe d'Afrique. Non, en fait, c'est ça. Elle a revendiqué la qualification des éléphants pour la CAN 2020. Oui, mais elle était là. Et puis, l'équipe s'est qualifiée. Oui, mais les matchs n'ont pas commencé. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout autre chose. Le staff, tout l'encadrement technique n'a pas été mis en place. L'administration est une continuité. Non, mais c'est dommage, Sébastien, par rapport à votre question, hein, oui. C'est dommage. Je pense que le comité de normalisation lui-même s'est donné sa propre feuille de route. C'est ça qui est le problème. S'il se focalisait sur le règlement du contentieux électoral pour que soient organisées les élections, je pense qu'on l'aurait mieux suivi. Mais actuellement, mettre à parler de manœuvres dilatoires, moi, je n'irai pas jusque-là. Mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des manœuvres dilatoires. on va nous amener jusqu'au 31 décembre. Et puis on va venir se mettre pour nous dire non, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas terminé ceci, il faut nous accorder une progression. C'est vers ça qu'on va. Je me dis simplement qu'il... Je vous donne rendez-vous ici le 1er janvier. Mais on ne posera pas la question aux acteurs du foot ivoirien. C'est la FIFA qui décide. Si la FIFA décide qu'il faut donner encore 1 an... Ah non, ce n'est pas la FIFA qui décide. Il y a une instance suprême au niveau de la fédération, c'est l'Assemblée générale des clubs. Ils ont leur mot à dire. Avec qui? Les clubs Ils ont leur mot à dire. Les clubs de la Côte d'Ivoire? Oui, ils ont leur mot à dire. Mais Maître Oro, vous êtes bien d'accord avec moi que au niveau de la Confédération africaine de football pour l'élection du président, oui, aucune fédération n'a eu son mot à dire. Non, c'est parce qu'elle ne voulait pas. Non, aucune fédération n'a eu son mot à dire. On leur a imposé un président qu'ils ont tous accepté. Voilà. De même, un matin, la FIFA peut se lever, venir ici, dire, voilà, je vous présente le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et puis on va les voter. Et puis on va... Vous ne votez pas. Par acclamation. Par acclamation. C'est ça. Ça, c'est un peu gros. Ce qui a été fait à la CAF c'est à un niveau supérieur. Oui. Donc essayer de faire un petit truc au niveau de la Côte d'Ivoire, mais ça, c'est pas du tout, c'est pas inquiétant. C'est pas ce qui va les gêner. À la rigueur, même, c'est peut-être un communiqué qu'on va lire et puis vous dites, voici le nouveau président. Bon, on attend ça. Et puis, ce serait, on accepte. Et qu'il le nomme en même temps, qu'il prenne un communiqué, comme vous l'avez dit, et puis bon, il nomme le président, et puis on verra. Oui, mais en même temps, Sébastien, je pense qu'il y a la notion de révision partielle des textes. Là, le comité de normalisation, la présidente a indiqué qu'à partir du mois d'avril, le comité allait faire de sa priorité la révision des textes de la FIFA et que la mission a ensuite été confiée au professeur Martin Bléou. Moi, quand je me réfère à la feuille de route de la FIFA, il est marqué révision partielle. Mais là, j'ai le sentiment que ce comité de normalisation veut faire une révision, pas partielle, mais totale des textes de la FIFA.
C'est le sentiment que j'ai. Et c'est pourquoi je dis que s'il continue d'œuvrer de la sorte, il sort carrément de la mission qui lui a été assignée. Et surtout, il ne terminera pas le 31 décembre. Sur ce motif particulier de la révision des tests, je ne sais pas si vous avez eu connaissance du courrier du 24 janvier de la FIFA, non, du 14 janvier de la FIFA, lorsqu'ils ont installé le comité de normalisation et qu'ils nous ont donné la composition du comité de normalisation. Ils sont revenus sur ce motif particulier pour dire que le comité de normalisation révise les tests si cela est nécessaire. Je ne suis pas venu à le courrier, je vais vous le remontrer. C'est-à-dire que la FIFA elle-même reconnaît qu'il n'est pas nécessaire de modifier, de réviser nos textes, qu'on peut aller aux élections. Voici ce qu'ils disent dans leur courrier du 14 janvier. Donc, pour nous-mêmes, la révision des textes, là, comme eux-mêmes le disent, ce n'est pas nécessaire. On peut aller aux élections sans ça. Le seul problème qu'il y avait, c'était l'interprétation de l'article 41 par rapport au double parrainage. C'est ce qui a envoyé le blocage, c'est tout. Si à ce niveau-là, nos tests avaient été précis, avaient interdit le double parrainage, on n'en serait pas là. C'est le seul problème que posaient nos tests. Donc, ça a laissé libre cours à toutes les interprétations. On a parlé de cohésion sociale, on a parlé de ceci et de cela. C'est le seul problème qu'il y a au niveau de nos tests. On peut aller aux élections, peut-être en révisant seul ce texte-là, et puis après, celui qui sera élu, il aura la latitude Alors, Maître Ro, quelle est votre conclusion dans tout ce qu'on a dit? Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou bien sur la mauvaise voie? On est de façon manifeste sur la mauvaise voie. Il faut revenir à la feuille de route de la FIFA. J'ai encore en mémoire le passage de M. Véron lorsqu'il était venu installer le comité de normalisation. Il a reçu les candidats. Voici ce qu'il leur a dit. Il leur a dit que ça ne devrait même pas aller au-delà de mai, si vous vous entendez. Il a dit qu'au plus tard, fin mai, on devrait avoir fini avec cette histoire de normalisation, on devrait passer aux élections, si vous vous entendez. Voici ce que lui-même il pense. Mais là, on se rend compte on s'est donné une autre feuille de route, comme je l'ai dit, qui répond à des manœuvres dilatoires. C'est pour se maintenir au-delà du 31 décembre. Et ça, je vous donne rendez-vous. Je fais le pari avec vous ici que le 1er janvier, on va se retrouver ici. Vous allez me dire que je ne me suis pas trompé. Donc, revenons à la feuille de route. Allons aux élections, allons à l'essentiel. Si ils estiment que les tests doivent être révisés, qu'on entame maintenant la révision. Magloire Diop, votre conclusion. Oui, Sébastien, la présidente du comité de normalisation a eu plusieurs fois à déplorer la division, la mésentente au sein de la famille du football ivoirien. Mais j'ai vraiment le sentiment que le comité de normalisation lui-même aussi est en train de créer un foyer aussi. Parce que quand je regarde les relations que ce comité de normalisation, il n'y a même pas de contact physique entre eux pour des personnes qui sont dans le même milieu du football. Moi, j'ai vraiment peur pour l'avenir du football ivoirien parce que je pense qu'on ne fait que déplacer les pions, mais la crise, elle va continuer, mais pas cette fois-ci avec un comité exécutif élu, mais avec un comité de normalisation qui sera vraiment l'objet de contestations permanentes, parce que si chaque fois que le comité exécutif sortant doit faire des précisions et autres, on va rentrer dans un cycle de division à n'en point fini, dont on pensait être sorti après le 4 juillet 2020. Et c'est vraiment dommage pour le football ivoirien. Pour éviter cela, que le comité de normalisation se concentre sur l'organisation des élections, qu'il révise partiellement plutôt que de chercher à réécrire tous les textes de la fédération, qu'il révise partiellement et qu'on passe aux élections. Chichi Aimé? Oui, moi je ne suis pas d'accord que des Ivoiriens salissent d'autres Ivoiriens. Je ne suis pas d'accord que des Ivoiriens salissent la mémoire d'autres Ivoiriens qui ont lutté pour le football que tout le monde prétend aimer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, c'est une façon de créer des foyers de tension. Parler d'un audit, vous n'avez même pas commencé l'audit que vous accusez certaines personnes d'avoir détourné 1 milliard de francs, sans aucune preuve, sans aucun papier. Est-ce que c'est comme ça qu'on dirige un groupe de personnes?
Cette dame, elle était venue avec des préjugés favorables. Mais je pense qu'elle est en train de dévier carrément de sa feuille de route. On lui demande de revenir à cela. Merci beaucoup à vous. Nous allons essayer très prochainement de nous pencher un peu sur le cas de l'Africa Sport d'Abidjan. Un président, 2 équipes, un entraîneur qui, il faut choisir chaque semaine, quand il y a un match, il faut prendre des joueurs à gauche, des joueurs à droite. Je pense qu'il faut trouver une solution pour le cas Africa Sport d'Abidjan. Nous allons puiser, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette grande famille. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de 3e mi-temps que j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter et que j'ai eu beaucoup de plaisir également à rester chez vous jusqu'à cette heure-ci. Je vais vous laisser vous reposer et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain. L'émission a été pilotée par Ben Boka Séraphin. Merci à vous les techniciens et bonne suite de programme sur RTI2.